Comme vous le savez sûrement si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube, on parle souvent, parmi tous les formats de vidéos, de personnages super puissants ou de personnages très très populaires, iconiques. Mais à côté de tout ça, il y a aussi Angela. Angela et son histoire éditoriale rocambolesque. Angela, elle a un truc qui fait qu'elle est unique dans l'histoire des comics, pas juste dans l'histoire de Marvel, c'est que c'est un personnage qui a littéralement changé d'univers. Non pas grâce à un crossover, mais à cause de plusieurs procédures éditoriales, elle est passée de Image Comics à chez Marvel. Et pourquoi c'est arrivé? Pourquoi Angela est un cas aussi unique? Pour le savoir, faut revenir à ses origines, aussi bien éditoriales que fictionnelles. À la base, Angela, elle apparaît en 93 pour la première fois dans Spawn numéro 9 chez Image Comics. Donc pour ceux qui connaissent pas Spawn, c'est ce personnage super stylé. Certains le connaissent peut-être parce qu'il était jouable dans Mortal Kombat 11, si je dis pas de bêtises, pour les gamers qui regardent cette vidéo. Et donc pour en revenir à Angela, elle a été créée par Todd McFarlane, donc le papa de Spawn, mais aussi Neil Gaiman, qui est entre autres l'écrivain légendaire qui a écrit Sandman, mais que j'avais découvert personnellement avec le roman L'étrange vie de Nobody Owens. Et donc dès sa première apparition en 93, Angela, elle commence déjà à marquer les esprits. Pour vous résumer un peu son principe, c'est une chasseuse d'anges. Elle traque et elle exécute les anges qui ont quitté le paradis pour se mêler des affaires des humains. Mais en vrai, elle est un peu nuancée, c'est ni une héroïne classique, ni vraiment une antagoniste. Elle agit essentiellement par devoir, avec des règles et un code moral strict. C'est un personnage qui est relativement froid, plutôt méthodique, mais aussi terriblement efficace. Et surtout, ce qui la rend unique au début, c'est son design. Elle a un flow de fou, elle dégage une aura de zinzin, et très vite, du coup, elle devient l'un des personnages les plus populaires de tout l'univers de Spawn. Et vous allez me dire, Xenox, qu'est-ce qui se passe là? Jusqu'à présent, c'est juste un personnage très cool. Oui, tout va très bien pour l'instant, mais dans les coulisses de chez Image, il y a une bombe à retardement qui va pas tarder à exploser. Et donc pour comprendre pourquoi Angela a quitté l'univers de Spawn, il faut parler maintenant d'un gros conflit juridique qui a explosé à cette époque-là et qui a complètement marqué l'univers entier, l'industrie entière des comics. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Image Comics, c'est de la même manière que DC Comics, Marvel Comics, il y avait aussi des entreprises comme Dark Horse, tout ça et tout, qui en gros éditent leurs propres comics, avec leurs propres personnages. Et donc Image Comics, c'est cofondé, est très important, par Todd McFarlane, donc au début des années 90. Et c'était vendeur et il y avait une promesse très forte pour les créateurs qui était la suivante: les créateurs possèdent leurs personnages. En gros, ça voulait dire que si tu crées un personnage pour le publier chez Image Comics, même si tu partais de chez Image Comics, tu pouvais publier ton personnage ailleurs, publier ses histoires chez quelqu'un d'autre. Ce qui n'est pas le cas ailleurs. Il faut comprendre que dans la plupart des entreprises, chez Marvel, chez DC, les personnages appartiennent à l'entreprise. Donc en 93, revenons à nos moutons quand même, McFarlane invite Neil Gaiman à écrire le numéro 9 de Spawn. Mais, et c'est là toute la nuance de la chose, Neil Gaiman ne se contente pas d'écrire ce volume, il crée aussi des personnages, dont vous l'aurez compris, Angela. Et donc là le problème c'est qu'à l'époque, rien ne définit qui possède quoi. Donc d'un côté on a McFarlane, qui estime que Angela faisant partie de l'univers de son personnage qu'il a créé, l'univers attenant lui appartient, donc Angela est censée lui appartenir aussi. Et donc de l'autre côté, on a Neil Gaiman qui estime lui être co-créateur du personnage, donc copropriétaire. C'est quand même pas si mal, il estime qu'il y en a une partie qui lui revient, une partie qui revient à McFarlane. C'est ok comme deal. Et c'est surtout archi conforme à la promesse de base d'Image. Mais le gros du conflit éclate quand McFarlane va commencer à utiliser Angela sans l'accord de Gaiman, sans son consentement et sans le rémunérer non plus. Donc évidemment, ce qui devait arriver, Gaiman a attaqué McFarlane en justice. Et après quand même plusieurs années de procédure, que je vais éviter de détailler ici parce qu'on est une chaîne qui parle de comics et pas de juridiction quelconque, Angela est reconnue comme une création originale de Gaiman, au moins en copropriété, ce que Gaiman déclarait à la base. Donc là, c'est McFarlane qui est douillé parce qu'il peut plus utiliser Angela aussi librement qu'il ne le faisait avant. Et je sais pas si c'est parce qu'il a été vexé ou c'est parce que ça lui prenait trop de temps pour rien au final, McFarlane, plutôt que de l'exploiter en partenariat avec Gaiman,
décide de totalement abandonner le personnage. Et c'est donc comme ça qu'Angela disparaît complètement de l'univers de Spawn. Donc ce procès c'est un peu devenu un cas d'école dans l'industrie des comics en général, parce que ça a montré que Image, qui était à la base fondée sur une promesse pour les créateurs, etc., en était revenu quand même à faire ce qu'il balançait, entre guillemets, sur Marvel ou DC, comme quoi c'était pas bien, c'était pas moral, etc. Au final, on a quand même eu ce genre d'incident. Image, qui était conçu pour protéger les créateurs, avec quelques incidents, ne le faisait pas vraiment à 100%. Donc vous allez me dire, quel est le lien avec Marvel dans tout ça? Et c'est ce dont on va parler maintenant. Sachant que McFarlane avait totalement abandonné son personnage, Neil Gaiman, hop, il prend Angela sous le bras comme ça, et il va toquer chez Marvel. Toc toc toc, bonjour Marvel. Il vend donc à Marvel Comics ses droits sur Angela. Angela revient donc à Marvel Comics. Mais attendez un peu, parce que déjà c'est un événement qui est quasiment unique dans l'histoire des comics. Pas seulement le procès, mais cette transition. Parce qu'elle quitte officiellement Image Comics et l'univers de Spawn, elle est rachetée intégralement par Marvel Comics derrière, et ça fait que maintenant elle intègre un tout nouvel univers duquel elle faisait pas du tout partie à la base. Et là est toute la nuance, Angela appartient à Marvel, mais toute l'histoire, tout son scénario, toute son origin story qui avait été créé chez Image ne peut pas passer chez Marvel. Donc, Angela doit renaître. Ils doivent lui créer une nouvelle origine. Angela fera donc sa renaissance chez Marvel en 2014 dans Age of Ultron numéro 10. Et en parlant de renaissance, elle surgit littéralement à travers une faille dimensionnelle. Et ça permet donc à Marvel de dévoiler sa nouvelle origine. Angela devient donc son nom de héros, puisqu'elle est officiellement Aldrif Odinsdottir, donc une nouvelle fille d'Odin cachée. On nous la présente donc comme la sœur cachée, la première née d'Odin, donc sœur de Loki et de Thor, et de Hela aussi du coup. Et pourquoi elle avait disparu? Pourquoi elle surgit tout d'un coup comme ça? Comment Marvel a présenté ça? On nous raconte alors que dans des temps immémoriaux, le royaume d'Asgard était rentré en guerre avec un royaume angélique nommé Heaven. Et lors des différentes batailles, le petit bébé Aldrif s'est fait enlever par des anges guerriers. Elle grandit donc dans un environnement basé sur l'honneur, le combat, le conflit permanent, etc. Le tout sans jamais savoir qu'elle est asgardienne à la base. Et en soi, on pense ce qu'on veut de cette origin story repensée par Marvel, mais c'est pas si bête que ça. Parce qu'en soi, ça lui permet de garder son ADN angélique de héros ange déchu, entre guillemets, tout en la réintégrant relativement naturellement à l'univers de mythologie nordique présent chez Marvel. Et ça fait qu'en gros, en plus de venir se rajouter à la fratrie de Thor, Loki et Hela et tout, etc., tout le tintouin, là, parce qu'ils en rajoutent toujours, elle rajoute aussi une couche d'histoire supplémentaire au royaume d'Asgard. Mais du coup, même une fois arrivée chez Marvel, Angela elle continue de se démarquer un peu des autres personnages. Fidèle à ce qu'elle était originellement chez Image, ça reste une combattante incroyable, avec une personnalité qui est très frontale, voire, je sais pas comment dire, brutale, vous voyez, genre très direct, et avec un sens de l'honneur très très rigide, qu'elle avait déjà chez Image à l'époque. Mais du coup, plutôt que d'en faire un personnage genre juste bourru, je me bats et voilà, il rajoute quand même un côté vachement émotionnel et une profondeur à ce personnage-là. Et Marvel est d'ailleurs très fort pour faire ça, puisque du coup, on développe sa quête d'identité, sa relation assez conflictuelle avec Odin du coup, parce que pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé la chercher? Pourquoi est-ce qu'il s'est pas inquiété pour elle? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus pour la retrouver? Et aussi, vis-à-vis de Thor et tout ça, elle a un statut de sœur perdue qui débarque de nulle part comme ça et que eux ne connaissent pas. Et d'ailleurs, déjà en 2014-2015, parce que c'était pas forcément acquis à l'époque, Angela, elle est devenue, chez Marvel, l'un des grands symboles de la communauté LGBT, puisqu'elle officialise une relation avec Serra, et donc ça rajoute un côté encore plus unique au personnage déjà à l'époque. Et vous allez me dire pourquoi Angela, on en entend si peu parler à l'heure actuelle. Et il y a plusieurs raisons à ça dont on va parler maintenant, même si je sais que certains vont me dire oui, mais bon, dans Marvel Rivals, machin, elle est là. Oui. Et d'ailleurs, très bon choix. Pour ceux qui connaissent pas Marvel Rivals, allez jouer à Marvel Rivals, c'est dispo partout. Mais très bon personnage d'ailleurs. Elle est très bien intégrée au jeu. Ils ont fait un peu la dualité en mode Daredevil, démon, elle, ange, qui marchait très très bien. Ils ont d'ailleurs la meilleure cinématique du jeu. Et c'était très cool de la voir renaître dans un jeu dans lequel Marvel place pas mal de pièces, quoi. Vous voyez, il y a un gros investissement de Marvel dans Marvel Rivals.
Et c'était très cool d'ailleurs, c'était une bonne surprise de la découvrir dans ce jeu-là. Et si vous l'avez pas joué, jouez-la, elle est très très cool, c'est personnellement un de mes personnages préférés. Mais du coup, chez Marvel Comics, malgré des séries qui étaient vraiment pas mal, comme Asgard Assassin ou Queen of Hell, si je dis pas de bêtises, elle disparaît progressivement du devant de la scène. Notamment parce que elle n'a pas été créée par Marvel, donc il faut s'assurer pour les scénaristes de ne pas faire d'erreur par rapport à ses origines ou ne pas, pas faire un faux raccord avec certains trucs. Donc les scénaristes qui s'y collent, c'est du gros boulot, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui veut s'y atteler justement. Et aussi parce qu'elle est liée à des zones géographiques, si on peut dire comme ça, assez rares ou moins exploitées que les autres. Parce que bon, à part dans le côté cosmique et le côté Asgardien de Marvel, c'est très rare de l'avoir vu ailleurs. Mais ceci dit, elle n'est pas oubliée pour autant, elle continue d'exister quand même comme un personnage secondaire et qui reste quand même très puissant, qui arrive des fois en situation compliquée pour sauver un peu la mise de tout le monde. Et du coup, même si Angela reste un cas unique, et ce pour des raisons qu'on va rappeler à la fin de la vidéo en conclusion, il y a des cas qui se rapprochent plus ou moins de sa situation. Déjà, on ne compte pas tout ce qui est crossover, clin d'œil, etc., notamment les rencontres qu'il peut y avoir, comme par exemple Spawn, justement on en parlait tout à l'heure, qui a rencontré Batman dans plusieurs comics. Batman a aussi pas mal de crossover avec les Tortues Ninja, pour ceux qui ne le savent pas, c'est d'ailleurs extrêmement lourd. Et bien sûr, il y a eu aussi les grands crossovers Marvel DC, dont j'ai déjà parlé il y a quelques temps sur la chaîne, notamment avec Amalgam, mais qui ne sont pas du tout des cas similaires à ça, c'est un partenariat concret, des crossovers, etc. Donc il n'y a pas histoire de rachat, il n'y a pas de conflit juridique, il n'y a rien comme ça. Alors après, on a des cas qui se rapprochent un peu plus avec des personnages ou des univers qui ont totalement été rachetés par d'autres boîtes, notamment Wildstorm ou Charlton Comics qui ont été tous les deux rachetés par DC, important des personnages de fou comme Peacemaker qui venait de chez Charlton par exemple, ou alors l'équipe de The Authority qui était auparavant chez Wildstorm. Donc là encore une fois, ça s'en rapproche, mais c'est pas aussi complexe. C'est juste lié à un rachat d'une boîte qui a vendu ses parts à une autre, c'est tout. On a un peu plus compliqué avec Rome. Connaissez-vous Rome ? Rome, à la base, il a été créé par Hasbro pour en faire des jouets. Jusque là, c'est ok. Côté comics, il a été utilisé par Marvel dans les années 80, mais Marvel a perdu les droits un peu plus tard. Donc pour Marvel, ça a entraîné un truc compliqué d'édition, etc., puisque toutes les histoires dans lesquelles était Rome n'étaient plus rééditables, si ça se dit. Donc petit cafouillage quand même chez Marvel. Et donc, même si le cas est pas forcément très proche, parce que ça n'a pas changé d'univers, niveau juridique, il y a un lien. Sachant que Rome est revenu un peu plus tard chez Marvel, mais du coup avec une continuité qui était pas... C'était un peu compliqué, quoi, c'était un peu fragmenté. Et le cas le plus proche qu'on peut retrouver d'Angela, c'est le cas de Miracle Man. On va pas rentrer autant dans les détails que pour Angela, mais je vais juste expliquer vite fait. C'est un personnage qui a été créé par Mick Anglo au Royaume-Uni en 1954, donc à l'époque. Et le personnage qui était un peu, sous-exploité peut-être, je sais pas si on peut dire ça comme ça, a été réutilisé dans les années 80, donc un peu plus de 30 ans plus tard, par Alan Moore. Alan Moore, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand même les Watchmen, V pour Vendetta, chez DC il a fait Killing Joke, je crois si je me trompe pas, donc c'est un gros nom dans le monde des comics. Et encore une fois, il y a eu un problème de droit, de législation, et le personnage il a été bloqué pendant super longtemps. Il était vraiment bloqué entre deux législations et personne ne pouvait l'utiliser. Il a donc changé plusieurs fois d'éditeur pour passer d'un côté à l'autre et encore à l'autre, etc. Et c'est finalement Marvel qui a récupéré les droits plus tard. Il a donc été intégré comme Angela de manière canonique à l'univers Marvel, mais à la différence d'Angela, il n'a pas été rebooté totalement. Son origin story, etc. était la même que celle qu'il avait à la base, ça a juste été importé dans l'univers Marvel. Et Marvel Comics de leur côté ont assumé ça, ils avaient le droit d'utiliser l'origin story du personnage, l'ont fait, et voilà, ils ont pris le personnage, l'ont mis dans leur univers, ça s'arrête là. Donc c'est pour ça que, juridiquement, pareil, il y a un lien, il y a aussi le fait que le personnage ait changé d'univers pour venir finalement chez Marvel Comics, mais il n'a pas été réimaginé comme l'a été Angela, puisqu'Angela c'était plus compliqué que ça, à cause des droits liés à son histoire et son univers qui était celui de Spawn à la base. Donc voilà pourquoi finalement Angela est aussi unique en son genre. Donc elle est née, je le rappelle,
chez Image. Si vous ne connaissiez pas Image, maintenant vous le connaissez, c'est déjà ça. Elle est passée chez Marvel sans vraiment être rebootée, mais en ayant remodelé son histoire pour que son origine de l'univers de Spawn ne soit pas importée chez Marvel, puisqu'il n'avait pas le droit. Elle est un exemple rare, mine de rien, de transition réussie. Vous voyez ce que je veux dire? De passer d'un univers à un autre sans que ce soit trop perturbant ou mal foutu. Vous voyez? Et surtout, si on sort du côté fictionnel, c'est un symbole de fou pour la lutte des créateurs, pour faire en sorte que les créateurs possèdent leur création, ce qui était quand même à la base la promesse d'Image Comics. Donc voilà, Angela, cette héroïne unique, n'est pas forcément qu'une personnalité stylée, avec un costume et une identité visuelle de fou. C'est pas juste une combattante incroyable, c'est, je pense qu'on peut le dire quand même, un morceau de l'histoire des comics. Je dis ça en pesant mes mots, quand même, parce que c'était important. Donc voilà, mesdames et messieurs, j'espère que cette petite histoire vous a plu. J'aime bien vous raconter un peu des trucs sur les personnages comme ça, un peu avec ce que j'avais fait avec l'échec de Eternals, qui vous avait pas mal plu d'ailleurs comme vidéo, donc j'en suis très ravi, j'espère que celle-là vous plaira aussi. J'aime bien m'intéresser un peu à des cas particuliers, que ce soit pour le MCU ou pour les comics, et là, le cas d'Angela, que je vais pas mentir, hein, Angela que j'ai découvert avec Marvel Rivals justement, je me suis vachement intéressé à son cas, à son histoire, etc. Et je trouvais ça super intéressant d'en parler en vidéo, parce que bah forcément il y a plein de gens qui pareil l'ont connu avec Marvel Rivals, mais qui savent pas forcément d'où elle sort. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler avec vous, voilà, et j'espère que ça vous a plu. En attendant, mesdames et messieurs, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas de la vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir et ça me soutient énormément. On a gagné pas mal d'abonnés, on est presque 630 je crois, au moment où je vous parle. Le rêve, ça serait d'atteindre les 1000 abonnés, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous aussi, ça compte énormément, à la reposter sur X, sur Facebook, en story sur Insta, peu importe, ça m'aide énormément. N'hésitez pas non plus à aller checker mes réseaux en description, pareil, je poste pas mal sur TikTok, sur Insta, il y a aussi les shorts YouTube que vous pouvez aller checker sur ma chaîne. Et voilà, j'essaie de vous proposer pas mal de contenu, on essaie de relancer la chaîne avec une dynamique un petit peu différente. Il y a toujours les Marvel News qui sortent régulièrement. Le moment où cette vidéo est sortie, la semaine dernière, il y en a eu un. Donc voilà, n'hésitez pas à checker non plus, on fait ça avec le Dr Strangel, alias Mondaron. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker. Encore une fois, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça serait très très cool, ça ferait extrêmement plaisir. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si peut-être j'ai dit des bêtises. Je pense pas, je me suis quand même pas mal renseigné. Enfin, j'espère que mes recherches ont porté leurs fruits. Et ou à me dire justement ce que vous pensez de cette histoire, parce que c'est quand même un cas assez unique. Je pensais pas en me lançant dans mes recherches que ça allait être un cas aussi particulier, mais je suis content justement de pouvoir vous en parler, ça me fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vous laisse, n'oubliez pas le mot de la fin parce que moi je ne l'oublierai pas, mesdames et messieurs, bonne soirée.